Donc, cher Monsieur Montebourg, bonjour. On est très heureux de vous recevoir. Bonjour. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui donc à ce webinaire de X-Urso sur la crise du Covid-19. Alors, je vous présente en 2 mots. Vous êtes donc ancien ministre du redressement productif. Vous avez fait du Made in France un cheval de bataille. Vous avez créé donc récemment les équipes, enfin, il y a quelques années déjà, les équipes du Made in France. Et vous avez récemment publié des articles, dont un notamment qui a attiré notre attention sur en fait, la nécessité de réaliser des relocalisations massives suite à cette crise, où on a vu qu'on a manqué de beaucoup de produits essentiels parce qu'on comptait sur les imports et qu'on n'avait plus de production nationale. Donc, alors, avant de vous laisser la parole pour le propos introductif, je rappelle en 2 mots les aspects pratiques. Donc, les participants peuvent, grâce au chat, poser des questions que je vous poserai de leur part. Et puis, ils peuvent aussi demander la parole en utilisant la fonction « lever la main » de Zoom. Donc voilà, Monsieur Montebourg, vous avez la parole pour le temps que vous voulez pour votre introduction, puis après on rebondira sur des questions. Je vois que vous avez un bicorne derrière, donc je vois que je ne sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas ça nous parle. Voilà, c'est à vous. Ce bicorne m'a été offert par le président de l'amicale des anciens de Polytechnique, qui était Monsieur Jean-Louis Beffa, qui m'a beaucoup aidé lorsque j'étais ministre de l'économie et du redressement productif et du numérique. Voilà. Et ça a été, c'est vrai, un moment important de mobilisation des ressources intellectuelles, scientifiques, économiques, humaines, de manière générale, de la nation, dans cette période des suites de la chute économique de 2008-2009, où il fallait remonter une industrie, éviter que celle dont nous disposions encore ne se défasse davantage, et créer l'économie du futur en même temps, c'est-à-dire éviter la perte du passé, la défaisance du présent, et la préparation du futur qu'il fallait accomplir en même temps. Voilà. Et dans cette période, c'est vrai qu'un des appuis importants a été comment je n'ose dire, la confrérie, la corporation, vos camarades ont été toujours très présents à mes côtés et ont constitué une force, une énergie intellectuelle, technique, technologique, scientifique non négligeable. Donc évidemment, nous sommes dans une période tout à fait intéressante du point de vue de l'affaissement, la réussite, la résistance des nations face à des épreuves qu'elles peuvent surmonter plus ou moins facilement. Et il y a toujours une littérature à la fois d'économistes, d'anthropologues, de sociologues sur la question de la force des nations. Et la nation étant le lieu de la constitution du contrat de vie commune, la vie en commun. Dès lors que les êtres sont menacés physiquement, dans leur santé, dans leur vie, dans leur destin, ils se tournent vers une instance collective qui leur permette de ne pas agir seulement individuellement, mais de trouver des solutions collectives à des problèmes qui sont évidemment collectifs. Rien de plus collectif que les problèmes sanitaires. La santé de chacun dépend de la santé de tous. C'est donc bien ce tous-là, ce commun, qui est interrogé dans la période actuelle, puisque les Français, comme les Allemands, les Italiens, les Chinois, les Américains, interrogent évidemment les choix collectifs qu'ils ont faits pour organiser leur protection. Alors, dans cette analyse à voix haute que les uns et les autres peuvent faire depuis maintenant plusieurs mois de confinement, enfin plusieurs mois pas encore, plusieurs semaines de confinement, évidemment, on s'interroge sur la capacité de la France à se préparer à ce type d'épreuve. À l'évidence, elle ne l'était pas, malgré les avertissements pandémiques antérieurs.
Elle ne l'était pas sur le plan de la décision politique. À l'évidence, les alertes ne sont pas arrivées au cerveau de nos dirigeants qui nous ont raconté une histoire qui n'avait aucun rapport avec la gravité potentielle de la situation. Elle ne l'était pas sur le plan économique, puisque, à l'évidence, là aussi, nous ne disposions pas des moyens d'organiser la protection de ceux qui risquaient d'être contaminés par les premiers contaminés. C'est la question des tests, du dépistage qui massivement auraient dû pratiquer, auraient pu éviter des décisions trop importantes de confinement. Instruit des expériences qui ont eu lieu à d'autres endroits. On regarde ce qui se passe en Corée du Sud, on observe ce qui se passe dans les pays asiatiques comme Taïwan, et d'une certaine manière, nous verrons ce qui se passera en Allemagne, mais c'est intéressant de voir comment la stratégie allemande est une stratégie d'investissement dans le dépistage massif et les tests. Je ne parle pas de la question des masques et de la protection de la population, puisque là, non seulement il y a une défaillance politique à l'évidence sur le plan du stockage, mais il y a une défaillance aussi dans la capacité de préserver des outils industriels en état de marche pour les produire en cas d'insuffisance de stock. Donc finalement, c'est une France dépendante des vents mondiaux, faisant la politique de ces insuffisances techniques, politiques et économiques. La politique sanitaire du confinement, on a retrouvé finalement les réflexes du confinement, de la grande peste noire, l'épidémie qui eut lieu en 1347. On a confiné toute l'Europe, on érigeait des murs. Ça a été finalement la seule solution qu'on a pu trouver face à l'incapacité de nous préparer mieux. Alors évidemment, ça va avoir des conséquences économiques redoutables et redoutées, puisque le PIB va en prendre un sacré coup et des éléments d'écroulement commencent à apparaître, puisque vous avez un certain nombre de pans entiers de l'économie qui sont menacés. L'hôtellerie, la restauration, c'est 1 million d'emplois, même 2, je crois, entre 1 et 2, quelque chose comme ça. Voilà. Vous avez le tourisme, on n'est pas très loin de ce type de proportion. Vous ajoutez l'événementiel, les festivals, enfin, l'activité de loisirs, le cinéma, le théâtre, tout ça, ça va être totalement écrasé. Et donc, on va se retrouver avec une sinistralité économique très, très forte et je crains, un chômage très élevé. Alors, les projections nous mènent à 25% de chômeurs. Bon, vous imaginez ce que ça représente. Nous étions à 8, 9, voilà, selon la police ou les organisateurs. Hein. Donc, nous payons très, très cher cette impréparation. Et il est évident que d'autres pays le paieront moins cher. Voilà. Nous le payons en mort physique, en personnes disparues qui n'étaient pas programmées à perdre la vie. Et nous le payons en mort économique. Alors, je voudrais dire un mot sur la question des dirigeants sanitaires et médicaux et de l'élite médicale qui semble avoir finalement pris une importance nouvelle, ce qui est normal. En temps de guerre, ce sont les généraux qui parlent. En temps d'épidémie, ce sont les médecins qui parlent et qui influencent. Nous avons là un certain nombre de batailles rangées entre des mandarins, des infectiologues, des spécialistes. Et il n'y a pas eu construction par le politique d'une forme de recherche de consensus. C'est-à-dire qu'il y a des divergences très marquées au sein de la communauté scientifique sur la question du traitement. Je suis
très, très, très frappé de voir comment, finalement, il y a eu des bagarres insondables entre les mandarins parisiens qui appartiennent à l'aristocratie de l'INSERM, les grands penseurs de la technologie médicale, et finalement ce que ce professeur marseillais et son institut et son équipe et tous ceux qui l'entourent ont pu proposer de divergents, mais qui était intéressant parce que finalement c'est un peu la solution marseillaise qu'on retrouve partout dans le monde. Bon. Donc là, vous avez aussi une défaillance politique dans le fait que les arbitrages devaient être constitués autour de la recherche de la convergence plutôt que l'affrontement. Relisant d'ailleurs les événements de 1932-1940, les débats à l'intérieur de l'état-major de l'école de guerre sur la stratégie vis-à-vis de la nouvelle guerre qui se prépare avec l'Allemagne, avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler, c'est exactement ce type de confrontation avec un pouvoir politique faible, incapable d'amener l'état-major à rénover ses positions, réfléchir autrement, sortir des chemins battus et finalement pour essuyer des défaites en race campagne qui auront coûté à la France une humiliation nationale. Je ressens toute proportion gardée et dans un domaine bien différent. Cet éclatement des états-majors médicaux sur la place publique, lié à l'incapacité du pouvoir politique d'organiser et la pensée collective et l'action collective, et conduisant à une forme d'humiliation nationale, c'est-à-dire pas de traitement, pas de masque, pas de test, en attendant le vaccin, l'économie fermée à double tour. Donc, il est évident qu'on a deux sujets à traiter. On a le sujet de la souveraineté économique, puis on a le sujet de la délibération politique dans ce pays. On fait confiance à des génies supposés qui ont fait des études extraordinaires, qui ont réussi tout dans la vie, même sans en faire grand-chose. On leur donne les clés du pouvoir et finalement, on a des résultats qui ne sont pas à la hauteur. Bon, donc il faut maintenant qu'on réfléchisse à ce que c'est notre manière de fabriquer notre élite. Et m'adressant à des polytechniciens, je suis sûr que vous avez des idées sur ce sujet-là. Comment un pays comme le nôtre a toujours eu des problèmes avec sa classe dirigeante, à des époques très différentes. Et donc, moi, ça me fait réfléchir sur les conditions de fonctionnement de la démocratie, la manière dont on désigne des dirigeants pour prendre les bonnes décisions ou les mauvaises. Et je dirais que c'est le sujet peut-être de cette conversation que nous pouvons ensemble avoir. Et avec l'éclairage qui sera le vôtre, je suis sûr que nous allons passer un bon moment. Merci beaucoup pour ce propos introductif déjà très riche. Alors, il y a déjà des questions du chat que je vais vous poser, puis je vais en rajouter une ou deux. Alors, première question de Maxime Radmacher. Au vu des problématiques environnementales et la limite approchante des matières premières, pensez-vous que le PIB est encore la meilleure manière de mesurer les performances de la France dans sa relance post-confinement? Donc, PIB comme bonne mesure ou mauvaise. Deuxième question d'Hubert Lévy-Lambert. Donc, après la fermeture de Fessenheim, donc, le gouvernement vient de confirmer la PPE avec la fermeture d'un tas de centrales nucléaires. Pensez-vous que c'est une bonne décision? Troisième question. Le Covid a mis en évidence plusieurs de nos incapacités à produire en France. Pensez-vous que cet épisode et cette prise de conscience vous permettra de développer le Made in France? Et alors, par rapport, je vous fais juste une remarque. Donc, par rapport aux élites, on a reçu Pierre Vermeuren, qui est normalien et agrégé d'histoire, qui a parlé notamment de ce rôle des élites dans la crise et notamment regretté, comme nous, que les profils, par exemple X-Pont, ingénieurs techniques, aient été un peu évincés des hauts postes dans l'administration. Voilà, je vous laisse répondre déjà à ces premières questions pour continuer la conversation. Alors, le Made in France, c'est un sujet important parce qu'un pays qui ne produit pas lui-même,
ses moyens de subsistance, c'est un pays qui est dans la main des autres, c'est un pays dépendant. On le mesure cruellement ces semaines d'observation de ce qui nous arrive. Un pays donc, qui ne produit pas est dans la main des autres, et donc jusqu'où faut-il accepter la division internationale du travail qui, je le rappelle, dans la mondialisation, organise un prix mondial unique sur lequel tous les autres systèmes productifs, quelles que soient leurs lois sociales, leurs exigences environnementales, leur système fiscal, sont obligés de s'adapter et de s'aligner, sur lequel ils s'alignent. Bon. C'est ça la mondialisation. C'est la fin des obstacles qui ont été décidés par 30 ans de politique d'abaissement de tarifs douaniers, par des rounds diplomatiques successifs, la naissance de l'Organisation du commerce il y a 25 ans, en 1994, qui ont amené au prix mondial unique. Faut-il des prix différenciés selon les régions du monde? Réponse. Et même selon les nations du monde? Réponse, oui. Pourquoi? Parce que les préférences collectives n'ont pas le même prix selon les nations. Ma préférence pour la santé, ma préférence pour l'indépendance et la liberté, je suis prêt à le payer d'un meilleur prix qu'un autre. Et donc, nous devons être capables, libres, de décider ce qui relèvera de notre souveraineté ou pas, donc d'imposer des restrictions au commerce mondial si on le souhaite. C'est ça qu'il va falloir décider. C'est cette vision nouvelle et finalement qui est un retour à 30 ans en arrière. Ce n'est pas abominable, on l'a déjà connu. Ce monde avec des barrières douanières, des obstacles au commerce, il n'y avait rien d'abominable. Et donc, ça suppose donc que l'exercice par des nations ou des groupes de nations de leurs préférences, donc si on dit, bah, écoutez, nous on est désolé, mais l'industrie pharmaceutique, nous voulons être autonomes, indépendants, on fabriquera les principes actifs du paracétamol, de l'amoxicilline, des antibiotiques de base, de ceci et de cela. Il manquait encore l'année dernière 1400 médicaments dont nous étions à court, hein, d'après les études parlementaires. Donc ça montre que nous avons accepté abusivement une dépendance. On peut avoir des dépendances marginales, mais aussi massives, à un coût en termes de vie humaine. Est-ce que nous sommes prêts à échanger dans la discussion et l'arbitrage collectif des augmentations de prix, donc des taxes sur les importations ou des restrictions, tout simplement, au nom de la sécurité sanitaire des pays? Je n'importe plus de Doliprane, donc du principe actif de Doliprane, donc désolé, il y a une barrière, vous ne pouvez pas nous l'importer. Donc, tous ceux qui veulent du Doliprane, bah, au lieu de payer 3 € le kilo, paieront 4 €. Voilà. Est-ce qu'on est prêt à en payer le prix? Ça, c'est le prix de la sécurité sociale. Première réponse. Moi, je suis pour qu'on paye le prix. Pas en toutes circonstances et surtout, mais prenons l'exemple, par exemple, du magnésium, du silicium, toutes ces usines sur lesquelles, et ces matériaux, ces matières premières, on a failli perdre ce qui restait d'aluminium en France. On peut faire tout l'hélium, hein, comme ça. Toutes ces matières premières qui ont été ces matériaux nécessaires à notre autonomie économique et industrielle. Les Chinois ont pris le pouvoir mondial en imposant des prix très bas, en utilisant le dumping, pas seulement social, la main-d'œuvre peu chère, mais surtout dumping environnemental. Leurs usines de chimie fine de médicaments, elles déversent dans les fleuves chinois et dans les sols chinois, sans aucune station d'épuration qu'on exigerait ici en France à chaque fois qu'on fait tourner une usine. Eh bien, elle n'existe pas en Chine. Donc, on a décidé de délocaliser la pollution. Très bien. Eh bien, il y a un moment, il va bien falloir la payer, cette lutte contre la pollution. Donc, vous voyez que ces choix-là
eh bien, il faut les assumer politiquement. Donc, ça suppose qu'on les mette sur la table et qu'on en discute. Est-ce que les Français sont prêts à payer plus cher leurs médicaments, et y compris par la sécurité sociale, quitte à ce qu'il y en ait moins, qu'on réserve à l'essentiel? Bref, ça s'appelle faire des choix, et gouverner, c'est choisir. Or là, on n'a pas fait de choix, on a laissé faire les choses. C'était la politique que Keynes avait parfaitement combattue, qu'on appelle le laisser-faire. On laisse faire. Ah non, nous ne pouvons pas. Donc, la question du prix mondial et de la mondialisation, il faut dire quelle est la contrepartie. Sur les matériaux, on a perdu nos usines de magnésium. On risque de perdre notre silicium, menacé en ce moment. Les usines d'aluminium, je les ai sauvées. Il y avait, en 20 ans, on a perdu 19 usines de smelters d'aluminium en Europe, en 20 ans, qui ont délocalisé non pas vers des pays low cost, mais vers des pays qui acceptaient de subventionner à travers un prix de l'énergie très faible. En fait, ils ont adossé leurs usines à des barrages qui étaient déjà amortis. Et donc, ça a été délocalisé vers la Russie, le Canada. Et donc, on a décidé en Europe d'abandonner ça. Parce qu'on a décidé de se mondialiser. C'est une décision qui, pour moi, devra être mise en question. Ce sont les décisions de la Commission européenne, des traités successifs qui organisent en quelque sorte l'absence d'obstacles au commerce mondial. Ce sont ces traités qui se sont multipliés avec toutes les régions du monde, qui finalement nous empêchent d'exercer le contrôle sur nous-mêmes. Voilà. Alors, deuxième question, le nucléaire. Ben, on ne pourra pas se battre sur deux fronts. Il va falloir choisir, là encore. Choisir, c'est le maître mot. On ne pourra pas, d'un côté, décarboner toute l'économie, et en même temps renoncer au nucléaire. C'est soit l'un, soit l'autre. On aura besoin du nucléaire pour pouvoir développer les alternatives aux énergies fossiles, gaz et pétrole. Et donc, si on fait des voitures électriques, plutôt que des voitures à moteur thermique, eh bien, nous aurons besoin de centrales nucléaires. À moins qu'on réouvre des centrales à charbon, ce qu'ont fait les Allemands, ce que font encore les Chinois. Mais ce n'est pas souhaitable. Donc, il va bien falloir faire des choix. Et alors, en attendant de construire les filières de l'hydrogène, les filières de l'énergie alternative et renouvelable, nous avons à choisir. Là encore, je reste convaincu que nous avons un atout formidable dont nous ne pouvons pas nous défaire avec désinvolture. Il a été patiemment construit, qui est l'énergie nucléaire. Alors, je sais, beaucoup de Français pensent maintenant que l'énergie nucléaire émet du gaz à effet de serre, mais c'est totalement faux. Et donc, il faut assumer la liberté de le dire. Je reste convaincu que si nous voulons faire des progrès considérables sur la décarbonation de l'économie, transport, logement, industrie, il va falloir que nous utilisions d'autres sources d'énergie que le pétrole et le gaz. Et donc, nous avons les énergies renouvelables. Bon, il y a 10 ans, on devait être à 15%, on doit être à peine à 22-23%. C'est très difficile, car ce sont des énergies qui sont intermittentes, le soleil et le vent. Par ailleurs, elles dévorent de l'espace qui est de plus en plus contesté, qui appartient à l'agriculture, dont nous avons également besoin. Donc, ces débats-là vont être, à un moment, là aussi, il faudra faire des choix. On ne pourra pas continuer à faire semblant que tout est facile. J'ai oublié votre troisième question. Vous pouvez me la rappeler, Monsieur Daniel? Alors, en fait, c'était juste une remarque sur les élites et que les corps techniques avaient un peu disparu voilà, de la haute administration. Voilà, c'était juste une remarque, si vous voulez réagir. Non, j'ai dit ce que je ressentais dans ce moment.
Ok, parfait. Donc, il y a Jean Salmona qui souhaitait vous poser une question directement. Donc, Jean, Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. J'ai deux questions. Première question, j'imagine que si l'on veut réduire la mondialisation, si l'on veut continuer, recommencer à produire en France des produits qui seraient jugés stratégiques pour nous, il faudrait d'abord définir, que le politique définisse quel produit, et ensuite que le technique, c'est-à-dire l'INSEE en l'occurrence, je suis ancien administrateur à l'INSEE, dise voilà, si l'on démondialise la production de ces produits, si on les relocalise en France, voilà, à supposer que les problèmes avec l'OMC et les autres pays soient résolus, voilà la façon dont les prix vont augmenter. Est-ce que vous savez si cette opération a été faite, c'est-à-dire définir et ensuite demander aux techniciens de déterminer les augmentations de prix? La deuxième question est, j'ai très bien compris tout à l'heure que vous étiez favorable, qu'il ne le serait, à ce qu'on relocalise la production, par exemple, du Doliprane, et le prix passant peut-être de 3 à 4 euros. Mais s'il s'agit de voitures, d'avions, les différences de prix peuvent être d'une autre dimension. Avez-vous, en tant qu'homme politique, une idée de la façon dont les Français sont susceptibles de réagir à une telle modification de leur pouvoir d'achat? Alors, je ne crois pas que cela ait de grandes conséquences parce que les biens de grande consommation et d'usage courant sont essentiellement ceux liés à l'alimentation, où là, les relocalisations vont faire monter les prix. Mais c'est de l'argent qui ira chez les agriculteurs. Et c'est du revenu. Les dépenses des uns sont les revenus des autres. Et qui est de nature à créer de l'emploi, distribuer du pouvoir de vivre et d'achat, etc. Donc, il n'y a rien d'affreux dans l'idée que nous puissions, relocaliser l'essentiel de la fonction nourricière que nous avons laissé s'abîmer. On a même, j'allais dire, abandonné les agriculteurs dans notre pays. On les a laissés seuls sur le marché mondial avec des structures foncières non compétitives et qui affrontent les prix mondiaux sans espoir. C'est le film Au nom de la terre avec Guillaume Canet qui dit assez bien ce qu'est la misère du monde agricole. On travaille gratuitement et on n'a pas l'espoir, à part financer à crédit une activité qui n'apporte pas de revenus, qui ne permet pas de vivre. Donc les prix de l'agriculture vont devoir remonter et la contrepartie de cet effort qui va consister à considérer que l'alimentation est un bien souverain, donc ça c'est un choix politique, donc c'est une forme de renationalisation de la PAC, va consister soit à taxer des importations de nourriture, y compris venant d'Europe, avec les problèmes que ça va poser sur le plan politique, la politique européenne. Mais comme il n'y a plus de politique européenne, si l'Europe nous protégeait de l'extérieur, on pourrait accepter le libre marché intérieur, mais ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, le contrat est brisé et c'est une des raisons pour lesquelles je suis favorable à la nationalisation de la politique agricole commune dans une certaine mesure. Mais on peut imaginer que les circuits courts, la pression du consommateur de plus en plus actif sur le contrôle de sa nourriture va jouer énormément. Mais c'est le secteur dans lequel l'essentiel de relocalisation devront s'accomplir et s'effectuer. Et là, vous allez avoir une remontée des prix assez significative et une augmentation de l'emploi agricole. Parce que le bio, si on passe au bio, car ça devra être la contrepartie, en quelque sorte, si on passe au bio, c'est-à-dire en fait on revient à l'agriculture avec les technologies évidemment nouvelles qui permettent de maîtriser les ravageurs, les fléaux que permettaient de maîtriser les molécules chimiques, vous allez avoir quand même beaucoup d'emplois agricoles recréés sur les territoires. Vous allez avoir une nouvelle génération d'agriculteurs qui va succéder
aux baby-boomers qui sont à 50% au départ à la retraite dans les 5 prochaines années. Et donc, c'est l'occasion, je crois, pour les pouvoirs publics de construire des écoles d'agriculture bio partout, en imaginant la mutation des méthodologies agronomiques, en enseignant cela à une nouvelle génération, et vous aurez beaucoup d'urbains qui voudront aller travailler, et avec des revenus à la clé, et des revenus de son produit et de son travail. Alors, ça va avoir pour conséquence dans le portefeuille des ménages une remontée du prix de la nourriture, avec un vrai sujet qui est l'excès de prix du logement dans notre pays, c'est-à-dire la rente immobilière qui nourrit tout un tas de gens et qui est un énorme problème, parce que là, il n'y a pas de concurrence. Et vous avez une rentabilité extraordinaire de l'activité immobilière et pourtant une pénurie considérable. Donc, il va falloir s'attaquer à ça pour permettre dans le portefeuille des ménages d'acheter des biens de consommation relocalisés et rééquilibrer en quelque sorte des excès qui étaient en défaveur de notre territoire. Alors après, sur les biens industriels, bon, ben, on a une industrie automobile qui est parfaitement compétitive. Elle a des aptitudes. Elle s'est d'ailleurs grandement améliorée. Après la crise d'automobile, il y a une petite dizaine d'années. Nous avons l'aéronautique. Là où nous avons été détruits, c'est sur le textile. Nous avons subi des pertes abyssales. D'ailleurs, il y a une renaissance quand même de l'emploi textile dans notre pays, sur y compris des innovations technologiques, et puis aussi sur un mouvement de relocalisation. Est-ce que les Français vont accepter de payer plus cher et de diminuer leur consommation? En clair, ils vont consommer moins, mais mieux et plus local. Je pense que les consommateurs sont disposés à ça. On va arriver à une autre manière peut-être de consommer. Et c'est à tous ces groupes du textile de le faire comprendre et sentir. Donc, on ne peut pas non plus, vous voyez que le consommateur reste quand même le driver, hein, le conducteur du changement. Mais le politique va faire des choix qui vont, parce que le consommateur est aussi un électeur. Donc, finalement, ce sont les mêmes, les deux côtés du cerveau sont peut-être différents. Il y a celui qui vote ici, il y a celui qui achète là, mais il y a une connexion quand même entre les deux. Eh bien, je crois et je suis prêt à parier que ça peut construire une évolution très, très, très positive. Et puis, il y a tous les biens de souveraineté. Défense, transport, énergie. C'est le décret que j'avais pris pour protéger contre les investissements étrangers indésirables. Il y avait 7 secteurs qui ont été élargis par, je crois, mon successeur au numérique et à la robotique, c'est une bonne chose. Voilà, ça fait 9 secteurs dans lesquels, là, il n'y a pas à discuter. Transport, télécom, défense, santé, on y est. Vous mettez l'eau, très important, l'eau. Et je crois qu'on y est à peu près, quoi. Voilà. Alors, dans le transport, vous avez mobilité, c'est très large. Hein. C'est le ferroviaire, aéronautique, avion, terre, mer, etc. Hein. Voilà. Donc, nous sommes en situation de pouvoir maîtriser ça. Moi, j'ajouterais l'alimentaire, qui est un point tout à fait central et stratégique pour l'avenir du pays. Merci beaucoup pour avoir répondu à ces questions. Alors, il y en a plein d'autres. Alors, je vous en posais quelques-unes de plus. Je vais déplacer mon écran parce qu'il me manque du carburant justement électrique. Vous me permettez une petite manœuvre un instant, excusez-moi. Pas de souci. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Je suis obligé de faire bouger. Voilà, ça fonctionne, c'est très bien. Merci. Oh là là. Parfait. C'est parfait. Alors, je suis obligé de mettre une rallonge. Voilà, nous y sommes. Excellent. Donc, alors, il y a des questions sur l'Europe. On a vu une dichotomie entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Quelle est votre vision de l'avenir de l'euro et de l'Europe? Il y avait une autre question sur l'Europe, c'est y a-t-il ou n'y a-t-il pas des politiques européennes, alors peut-être par rapport à cette crise ou
qu'est-ce que vous pensez des politiques européennes voilà, prises dans ce contexte? Une question sur l'environnement. Donc, il y a Antoine Huard qui pose une question, c'est est-ce que vous pensez qu'après la crise, on aura un monde meilleur avec une prise de conscience environnementale, la transition environnementale, écologique, des relocalisations industrielles, ou on aura un monde qui ne serait que le monde d'avant en pire? Donc, c'est une expression de Houellebecq. Voilà. Et comment faire pour que nos dirigeants pèsent pour qu'on garde la maîtrise de notre destin? Donc, ça, c'est une question. Il y a des questions aussi beaucoup sur l'inflation liée aux relocalisations. Donc, est-ce que les Français, vous avez déjà répondu pas mal, c'est est-ce qu'ils pourraient accepter en tant qu'électeurs une politique qui crée de l'inflation? Ensuite, il y avait... on a une question aussi sur notre dépendance. Donc, on a des dépendances par rapport à certaines industries. Est-ce que si on veut s'émanciper, les autres pays peuvent appuyer là où ça fait mal, en parlant des États-Unis et de la Chine? Donc, est-ce qu'on a les cartes vraiment pour se lancer dans la voie de s'autonomiser voilà, par rapport aux autres grandes puissances, l'Europe, la France, par rapport notamment aux États-Unis et à la Chine? Voilà, je vous laisse répondre déjà à ces 3 questions. Est-ce qu'on a les moyens de cette ambition? Bon, écoutez, la France en a vu d'autres. C'est une grande nation et elle a fait de grandes choses. Et elle en fera encore de très grandes. Il suffit simplement qu'elle arrête de se penser comme un canton suisse. Ce que certains de ses dirigeants lui assignent de croire. J'entends encore les paroles résonner d'un Alain Minc expliquant qu'on avait une toute petite taille dans le monde et qu'on ne pouvait pas agir ni faire. J'invite les esprits brillants qui m'écoutent à observer ce qu'a fait la Corée du Sud, qui a 50 millions d'habitants et qui a réussi, dans la mondialisation, à jouer avec un empire à côté de lui, qui est la Chine, qui est la Chine, a réussi à tirer son épingle du jeu, à reconstruire son économie après les ruines de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre de Corée, et qui a été capable de construire des leaders mondiaux en tout domaine et de nourrir son peuple. Donc, je voudrais relativiser les pessimistes qui croient que l'énergie nationale ne peut rien faire dans un monde impérial. Mais il y a toujours eu des empires dans le monde et la France a toujours su, et je crois que l'esprit du gaullisme qui consistait à ne pas s'aligner et à ne jamais être le supplétif de quiconque, a démontré à quel point il était possible pour un pays d'une taille moyenne, mais d'une grande ingéniosité et capable de grande puissance qu'est la France, de faire beaucoup. Alors ça, c'est pour les leçons du passé. Regardons maintenant l'avenir. Est-ce que l'Union européenne est dans notre intérêt? Oui, sur le papier, nous avons intérêt à être plus forts ensemble. Mais est-ce que l'Union européenne a fait les choix qui sont conformes à nos intérêts? Non, je ne le crois pas. Nous n'avons rien gagné des 10 années de la crise et de gestion de la crise, de politique d'austérité totalement inutile que les dogmes et les traités européens qu'ils contenaient ont infligé à tous les peuples européens, y compris français. Les Italiens, les Espagnols et les Grecs ont vu les salaires, les prestations sociales diminuer. Les Français ont connu une austérité qui était celle de l'augmentation des impôts. L'austérité a pris une forme fiscale en France, comme à l'habitude d'ailleurs. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons tué le rebond de l'économie. Et 10 ans après la crise des subprimes dans laquelle les Européens n'ont aucune espèce de responsabilité, nous n'en sommes pas sortis. Et y compris l'Allemagne, nous sommes encore dans une sorte de, avant l'arrivée du Covid, d'une simili-déflation. Ce qui est quand même extraordinaire, d'avoir été capable, en quelque sorte, de prolonger les souffrances au lieu d'intelligemment les évacuer. Je rappelle que tous les autres pays du monde, États-Unis en tête, en 3 ans, avaient retrouvé les niveaux d'activité
antérieure à la crise des subprimes. Donc, nous avons en Europe eu à souffrir des décisions qui ont été prises. Le fait qu'on ait empêché ce qui fait, j'allais dire, le cœur de la constitution économique de notre pays, l'État, d'agir, qu'on l'ait brimé en l'obligeant à quasiment se démanteler, services publics en tête. Vous parliez, y compris, du démantèlement du cerveau collectif de l'État tout à l'heure. Le fait que la France se soit retrouvée finalement sous le rabot des politiques bruxelloises nous a grandement desservi. Le fait aussi que nous ayons eu une monnaie forte alors que nous avions besoin d'une monnaie un peu plus accommodante a été un énorme problème. Et d'une certaine manière, l'euro a encouragé par l'anesthésie financière qu'il a permis de mettre sur tous les pays de la zone euro, a permis finalement d'encourager la rente, notamment immobilière. Je rappelle que 96% des investissements dans notre pays sont d'abord dans l'immobilier, ce n'est pas dans les entreprises. Donc nous avons quand même, nous n'avons pas retiré beaucoup. Est-ce que, par ailleurs, l'Union européenne nous a protégés des excès de la mondialisation, la prédation des empires américains et chinois? Nullement. Nous avons été des proies. Et l'Union européenne nous a empêchés de nous défendre. Péchinet, Alstom, Lafarge, etc., etc. Technip, c'est un scandale. Nous nous sommes laissés dévorer, et sous les injonctions, j'allais dire, des technocrates bruxellois qui disaient la concurrence doit être libre et non faussée en toutes circonstances. Très bien. Donc il fallait beaucoup de caractère, de courage pour affronter les talibans du droit de Bruxelles, comme je les appelais lorsque j'étais au ministère de l'économie. Est-ce que, par ailleurs, l'Union européenne a traité les problèmes de notre temps? Le problème du réchauffement climatique, nullement. Vous avez des centrales à charbon en Pologne, en Allemagne, qui fait que l'Allemagne et la Pologne sont les deux pays les plus pollueurs de l'Union européenne. A-t-on réglé ce problème-là? Non. Donc, comment allons-nous faire, nous, Européens, qui sommes incapables de traiter cette question et qui sommes des grands émetteurs de CO2, allons-nous l'expliquer au reste du monde? Avons-nous traité les problèmes migratoires? Nullement. En tout cas, pas de façon convergente. Nullement. Avons-nous été capables de traiter la crise? Non plus. Et sommes-nous capables de traiter la crise sanitaire? Pas du tout. Est-ce qu'on a préservé l'agriculture? Encore moins. Expliquez-moi comment les peuples européens peuvent encore croire dans la construction européenne. C'est impossible. C'est une des raisons pour lesquelles 50% des Italiens veulent se débarrasser de l'Europe. Et ils vont y arriver. C'est ce qui va se passer. Et c'est ce qu'ont fait les Anglais. Donc attention, les Français ne sont pas très loin encore. Ils y croient encore, mais ils sont plus très loin de l'exaspération critique. Alors, et vous voyez, pour moi qui ai voté pour Maastricht, j'ai évolué avec les Français finalement. Voilà. Et donc, il faut penser à cette grave difficulté. Donc, je ne crois pas que le salut viendra de l'Union européenne. En tout cas, pas celle-là. Il faudra qu'il y ait évidemment une restructuration profonde. Il faut faire une restructuration profonde de l'Union européenne. Si elle ne vient pas, eh bien, il faudra se débrouiller par nous-mêmes. D'ailleurs, la France en a vu d'autres. Elle se débrouillera comme toujours. Et donc, il faut être capable de raisonner aussi sur le plan national maintenant, parce qu'il n'est pas certain que nous puissions nous en sortir collectivement. Alors, ça, c'était la première question sur les politiques européennes, n'est-ce pas? Vous pouvez me rappeler les autres que vous avez enfilés, s'il vous plaît, monsieur Daniel? Oui, alors il y avait une question, c'est est-ce que le monde d'après sera pire que le monde d'avant? Voilà. J'ai envie de vous dire, c'est ce qu'on en fera. On a encore le choix, vous savez.
on a le choix de désigner les dirigeants enfin, il paraît qu'on a encore le droit de les choisir. C'est encore une chance, profitons-en. Donc, on choisira les dirigeants et les orientations qui conduiront. Et puis, on est aussi des acteurs économiques capables de faire évoluer partout où nous sommes les décisions qui ont toujours été les mêmes, mais qui peuvent parfaitement évoluer là aussi. Donc, moi, je n'ai pas de pessimisme. Je préfère exercer la lucidité pour y accrocher mon optimisme indécrottable. Voilà. Merci. Alors, je pense que vous avez répondu à beaucoup d'autres questions qui étaient déjà… Non, j'ai oublié une question qui a été posée tout à l'heure. C'est sur le PIB. Oui, oui, le PIB, ça, oui. Allez-y. C'est un beau sujet. Écoutez, je pense que le PIB dit quelque chose, mais il ne peut pas dire tout. Voilà. Donc, c'est important de créer les nouveaux indicateurs. Des inégalités, de la pauvreté, de l'amélioration de la biodiversité. On a à inventer un autre indicateur qui pondérera celui-là. Voilà. Excellent. Alors peut-être je pense que vous avez répondu à la très grande majorité des questions. Alors je vais vous inviter à conclure. Alors peut-être en rebondissant, ou si vous voulez ou pas, sur cette question que je me posais aussi, c'est on entend des rumeurs de gouvernement d'union nationale. Est-ce que vous pensez que c'est une des solutions intéressantes pour répondre politiquement à cette crise? Ou sinon, peut-être, vous, votre vision, comment vous voyez les prochains mois, les prochaines années, notamment politiquement? Voilà. Puis après, je vous laisse conclure cet échange. Merci. Si vous voulez, pour moi, l'union nationale, c'est avec tout le monde. Et dans tout le monde, il y a le Front National. Bon, donc, ça me paraît être une chimère. Voilà. C'est d'abord ça la réponse. Si c'est l'union nationale, c'est tout le monde. Voilà. Toutes les forces politiques disponibles. Bon. Donc, je n'y crois pas. Par ailleurs, un vrai gouvernement d'union nationale serait un gouvernement de cohabitation où le président de la République aurait perdu le pouvoir. Est-il capable de perdre le pouvoir? Je ne le crois pas non plus. Bon, donc, je pense qu'il y aura un retour aux urnes qui devra trancher la leçon de ces dernières semaines et de ces dernières années. Hein, je rappelle que la crise des Gilets jaunes, qui est une sorte de révolte des classes moyennes qu'on a constatée partout dans le monde, au Chili, au Liban, en Algérie, en Angleterre, en Italie, en France donc, c'est la révolte des classes moyennes contre la mondialisation finalement, c'est-à-dire le fait que la compétition mondiale a permis aux propriétaires du capital d'obtenir les meilleures rémunérations historiques et à ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre à être en permanence sous la pression de la compétition qui réduit leur rémunération comme il y a longtemps que cela n'avait eu lieu. Et donc cet écart entre la pauvreté liée au travail et la richesse liée à la rente est du TNT placé sous le siège des dirigeants politiques de tous les pays du monde. Donc soit on corrige ça, c'est pour ça qu'on va rétablir des barrières dans la circulation des capitaux et dans la circulation des biens et des services. En tout cas, je le souhaite, parce qu'on reviendra à un monde plus raisonnable, moins excessif et moins dangereux. Merci, Monsieur Montebourg. Franchement, c'était passionnant et ça alimente beaucoup le débat et la réflexion de nos camarades, des membres d'X-Sursaut. On est très heureux de vous avoir reçu aujourd'hui. Merci vraiment beaucoup. Merci à tous. Et puis, donc, et continuez à défendre la France partout où vous êtes. Merci, on le fait, on continuera à le faire. On n'y manquera pas, Merci, merci. Et donc, demain matin à 9h, on recevra donc Hervé Mariton, qui est maire de Cré, ancien ministre, qui donnera aussi sa vision de cette crise. Et à 18h,
Laurent Alexandre, voilà, qui est médecin et expert du numérique, qui nous parlera aussi de son approche de cette crise. Merci à tous, merci Monsieur Montebourg et très bonne soirée. Merci. Merci.